Voilà, bonjour à tous et toutes. Vous m'aurez vu beaucoup aujourd'hui, mais c'est bientôt fini. Et maintenant, je vais vous parler d'une thématique que j'ai choisie en lien avec le colloque forcément, mais aussi en pensant au thème de prédilection de Laurent Vogel. Donc, comme vous l'avez compris, je m'appelle Vanessa de Greef. Je suis professeure en droit du travail et j'ai la chance et le grand défi de reprendre le cours de droit du bien-être au travail enseigné par Laurent. Alors, il y a 2 années, une étudiante que j'ai croisée apprenait que Laurent ne donnait plus ce cours. Et elle m'a dit que c'était dramatique parce que c'était le pape du droit du bien-être au travail. Ce qui est à l'ULB est évidemment tout un programme. Et donc, je mesure la complexité du défi, même si je ne cherche pas à être une papesse, mais en attendant, c'est vrai que c'est assez complexe comme défi. Alors, j'ai choisi de vous parler de la question vraiment de la santé au travail à travers les organes de concertation sociale pendant la pandémie. Pourquoi ? Parce que notre démocratie, en tout cas dans le monde du travail, se traduit entre autres par notre système de concertation sociale. Et donc, c'est important de comprendre comment celui-ci a fonctionné pendant la pandémie parce qu'il impacte directement le niveau de protection de la santé des travailleurs. Alors, j'ai repris simplement extrait d'un protocole sectoriel, on va en parler, cette phrase de la Commission paritaire des établissements et services de santé, que les mesures qui font l'objet d'une concertation et de discussion sont plus efficaces et augmentent les chances d'adhésion. Voilà, je pense on est plusieurs à l'avoir déjà dit aujourd'hui, parce qu'on a bien lu Laurent, tous aussi. Et donc, voilà, pour rester dans le thème. Alors, tout de suite, en ayant voulu mesurer l'effectivité du droit de la santé au travail, je pense que je n'ai pas mesuré que l'objectif était complexe. Parce que déjà, nous avions très peu d'informations sur les chaînes de contamination sur le lieu de travail. C'est en février 2021 qu'un rapport de Cienzano propose une vue sectorielle comprenant le pourcentage de travailleurs ayant été testés positifs à la Covid-19 des 6 premiers mois. Donc, ça a quand même mis 1 an pour qu'on ait des premiers chiffres sur le lieu de travail. Et donc, c'est vrai qu'initialement, en termes juridiques, la pandémie, pour moi, constituait un terrain unique de vérification du droit de la santé au travail. Et puis, j'ai réalisé que ce serait plus compliqué. L'autre mesure qui était difficile, c'est que beaucoup de règles dans le Code du bien-être au travail concernent le niveau de l'entreprise et que j'espérais avoir facilement accès aux conventions collectives d'entreprise. Et que malgré la demande que j'ai faite au greffe de la Direction générale relations collectives de travail, je n'ai pas pu avoir cet accès. Notamment parce que d'une part, ils pensaient qu'il n'y avait pas de convention collective, et je vais y revenir, qui comprenait des mesures de santé, mais par ailleurs aussi parce qu'ils n'avaient pas une possibilité technique d'effectuer une sélection des conventions sur la base de ce sujet. Alors, les normes que j'aborde aujourd'hui sont des normes qui sont des normes parfois juridiquement contraignantes et parfois des normes qui ne le sont pas du tout. Je vais parler de déclarations, de recommandations, de protocoles, de guides, de normes en fait très très peu classiques, mais qui ont parfois un effet normatif en fait assez puissant. Et donc, j'aimerais y venir, et parfois, elles n'en ont pas du tout. On va venir à cela. Alors, je sais que je dois tenir aussi mon timing, donc je ne pourrai pas faire le tour de tout, mais en attendant, dans la contribution donc, qui paraîtra d'ici quelques mois dans un ouvrage que nous allons coordonner avec Jean-François et peut-être Anaïs, qui paraîtra donc au printemps 2022, vous pourrez lire tout ça. Et donc ici, j'essaie d'analyser les normes à 3 niveaux de concertation, les principaux. Donc les normes du Conseil national du travail et puis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Ensuite, les normes élaborées au sein des commissions paritaires et puis les normes élaborées au sein des entreprises. Alors, on va commencer avec une vue très schématique sur le Conseil national du travail. Donc en termes vraiment de chiffres, ce qui ne veut pas spécialement dire grand-chose, mais c'est quand même indicatif, je pense que c'est quand même toujours intéressant de le savoir. Il y a eu 20 conventions collectives qui ont été adoptées par le Conseil national du travail, 5 vraiment liées à la pandémie, et sur les matières qui concernent explicitement, je dis bien explicitement, je vais y revenir, la question de la santé au travail, c'est surtout la CCT 149 sur le télétravail recommandé et obligatoire qui nous intéressera, et qui contient un chapitre notamment sur le bien-être au travail qui pourrait permettre de faire évoluer un petit peu, il faut faire encore autre chose, mais la CCT 85 sur le télétravail régulier. Alors, la CNT a produit 79 avis depuis la pandémie, et on a plus ou moins 30 avis qui sont en lien avec la pandémie, mais ça concerne souvent des questions économiques, des questions de revenus, de remplacement, de primes.
J'en ai détecté 2 qui étaient liés vraiment à la santé au travail, mais l'objectif, c'était de reporter des subsides liés à la prévention du burn-out, tout en précisant que ces projets seraient extrêmement nécessaires à la sortie de la crise. Et puis, il y avait un autre avis qui concerne l'introduction d'un congé de circonstance pour la vaccination contre le coronavirus Covid-19. On peut se demander pourquoi ça passe par le Conseil national du travail et pas le Conseil supérieur, mais ça concerne évidemment toute la question du droit à une absence rémunérée pendant le temps nécessaire à la vaccination. Voilà, donc on peut comprendre que, en tout cas, sous un certain aspect, on puisse en parler au CNT également. Moi, il y a surtout 3 points à ce sujet sur lesquels je voulais attirer votre attention. Premièrement, le CNT rappelle beaucoup, mais beaucoup dans tous ses avis, l'importance du système de concertation sociale aux gouvernements fédéraux, et y compris le rôle du Conseil supérieur. Donc c'est extrêmement fréquent qu'on le retrouve, dans les avis, l'importance de cette concertation et de le justifier. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette concertation? À savoir que ça permet justement d'avoir une meilleure mise en œuvre dans les secteurs et entreprises si cette concertation a lieu. Le deuxième point, c'est le fait que les questions économiques qui sont abordées par le CNT, elles concernent souvent la santé au travail, mais qu'elle n'est pas toujours abordée. Évidemment, quand on discute de la prime de 500 €, la prime Corona, lorsque les entreprises ont enregistré des bons résultats durant la crise, quand on parle du chômage temporaire pour cause de force majeure, ou quand on parle de l'augmentation du contingent de base des heures supplémentaires volontaires dans l'ensemble des secteurs cruciaux, tous ces facteurs ont un impact sur la santé au travail et pourtant ne sont pas abordés dans ces avis. Et donc là, voilà, il y a quelque chose que je pense qu'on peut regretter et qu'il faut peut-être se demander comment est-ce qu'on peut en effet faire évoluer cette question encore davantage dans cet organe. Troisième point, il y a un désaccord à accorder sur la place en temps de pandémie à la loi du 4 août 1996. Et j'avoue qu'initialement, c'était une grande surprise pour moi de voir qu'on pouvait imaginer que cette loi, en fait, ne devait pas être la base légale des mesures qui devaient être adoptées en temps de pandémie. Et donc là, on a une discussion assez importante entre les organisations syndicales et patronales. Je pense qu'on pourra le réaborder pendant la table ronde. Parce que pour les organisations patronales, la base légale des nouvelles mesures qui devaient être adoptées n'était pas la loi relative au bien-être au travail, qui concernait vraiment uniquement les professions qui sont déjà en contact avec des virus dans le cadre de leur profession, donc plutôt les laborantins par exemple, alors que pour les organisations syndicales, il fallait mobiliser la loi bien-être. Et donc là, c'est vrai que ce désaccord-là, j'étais assez surprise de le voir. Par contre, le point où les deux interlocuteurs sociaux étaient d'accord, c'est qu'il fallait absolument mobiliser quand même l'article 95 de la loi bien-être qui permet de garantir qu'on va consulter les partenaires sociaux avant de prendre des mesures dans le domaine de la santé au travail. Alors, je passe au Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail. Ici, je vais aussi faire un choix assez important, mais donc nous avons 2 avis sur 7 qui sont liés à la pandémie. Donc ici, vous avez directement les normes liées à la pandémie parce que principalement, elles ont concerné cette pandémie. Donc contrairement au Conseil national du travail, toutes les normes ont quasiment concerné la pandémie. Donc 2 avis sur 7. Et puis on a des normes des nouvelles normes, je dirais, qui sont juridiquement non identifiés ou moins identifiés. On a une déclaration, plus 2 déclarations communes avec le CNT. On a 3 positions. Donc vous voyez un petit peu les thématiques. Ce sont le rôle du conseiller en prévention médecin du travail, la question des tests rapides, le fait d'introduire ou non des priorités vaccinales. On a vu ces questions-là se poser dans le débat public. Moi, je vais revenir un instant d'abord sur les 2 avis. Donc, premièrement, il y a un avis qui concernait l'inscription de la Covid-19 dans la liste des agents biologiques. Donc, ça rejoint à la discussion que Tony Mozou a expliqué ce matin, c'est de savoir si on classait donc, la Covid-19 dans le groupe de risque 3 ou 4. Et donc, on a là un avis tout à fait divisé, et d'ailleurs le seul avis divisé du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail sur le classement, vu que du côté syndical, il fallait classer en 4 et du côté patronal en 3. Et donc, les deux ont expliqué leurs 2 positionnements. Et puis, on voit également qu'ils ne sont pas d'accord sur le champ d'application de la directive agents biologiques.
Et de nouveau, donc, pour savoir si cette directive s'applique à l'ensemble des travailleurs ou uniquement aux situations spécifiques d'exposition qui sont liées à la nature du travail. Et donc, c'est le seul avis divisé. Alors, je pense que c'est important de le dire parce qu'en fait, j'aurais dû commencer par là, mais donc je vais le dire maintenant. J'ai pu faire quelques entretiens semi-dirigés également pour cette recherche. Et on voit à quel point le président du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail que j'ai pu interviewer a essayé d'avoir un consensus de façon quasi générale pendant tout le temps de la pandémie. Donc, c'est le seul avis divisé qui a été rendu. Le reste, c'est toujours des positions unanimes, même si je dirais que derrière les avis, peut-être qu'en effet, on a des voix parfois plus discordantes. Alors, on trouve également au sein du Conseil supérieur deux appels, encore une nouvelle forme juridique non identifiée, sur une coordination plus fluide entre les différentes mesures pendant le coronavirus. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument mettre fin à des arrêtés provinciaux qui prévoyaient des mesures en entreprise, mais sans que le médecin du travail soit concerné. Et donc, on voyait plein d'acteurs qui commençaient à prendre la température sur le lieu de travail. Mais donc, il y avait en effet une série d'arrêtés qui étaient produits. Et donc, le Conseil supérieur a essayé de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Un appel également sur l'obligation d'organiser le télétravail à domicile partout où c'est possible. Et puis, on a évidemment le fameux guide générique dont Jean-François a déjà parlé ce matin. Ce guide générique qui était extrêmement difficile à faire rentrer dans les voies classiques du droit, parce que d'ailleurs, on en retrouve une trace dans les avis de la section de législation du Conseil d'État, qui a déjà eu son regard attiré sur les protocoles sectoriels et sur les guides sectoriels, mais également sur les guides génériques. Et donc, chaque fois, cette section de législation dit soit ces protocoles n'ont pas de caractère réglementaire, et dans ce cas-là, les mesures ne sont pas contraignantes, soit ces protocoles ont véritablement un caractère réglementaire, et dans ce cas-là, les mesures doivent être coulées dans des arrêtés de l'autorité compétente en la matière. Ici, pour moi, on est toujours dans une voie un petit peu de l'entre-deux, parce que ce guide sert de référence véritablement pendant la pandémie aux entreprises, que l'article 238 du Code pénal social s'y réfère, même si ce n'est qu'une norme de référence. Je trouve que ça pose quand même question. Alors, je ne peux pas revenir sur le processus d'élaboration, mais ce qui est intéressant, en tout cas pas entièrement, mais juste quand même en dire un mot, c'est que le Conseil supérieur a dû quand même demander, convaincre aussi un petit peu la ministre Meul de l'époque, la ministre de l'Emploi, pour pouvoir faire en sorte que le Conseil soit mobilisé pour la construction de ce guide. Donc si, in fine, ce guide est, en tout cas pour le président du Conseil supérieur, un produit de la concertation sociale, il a fallu d'abord s'assurer qu'on passe bien par le Conseil pour que ce dialogue ait lieu. La première mouture avait été élaborée, la toute première mouture, par le docteur Piet van Temsch du Economic Risk Management Group, un groupe de réflexion très actif pendant la pandémie qui analysait les conséquences économiques de la crise. Et puis ensuite, on le sait, il est régulièrement mis à jour par le Conseil supérieur avec le SPF Emploi. Et on a vu différents ajouts extrêmement intéressants. À savoir, en effet, que c'est dans la 3e version du guide qu'on retrouve heureusement la mention que ce guide ne porte naturellement aucun préjudice à l'application de la loi bien-être et du code du bien-être au travail, pour peu qu'on s'en souvienne. Pour peu qu'on s'en souvienne, c'était le premier risque que plusieurs auteurs y ont vu. Jean-François l'a dit, moi également aussi. C'était un outil qui pouvait permettre de faire du shopping dans les dispositions de la réglementation existante. Cependant, je vous avoue qu'à la lecture des avis du CNT, du Conseil supérieur, je mesure que le fait qu'il soit possible qu'on n'applique pas la législation bien-être au travail en temps de pandémie sur le lieu de travail peut permettre en tout cas de comprendre pourquoi un tel guide a dû être élaboré pour éviter qu'on soit dans une situation de flou juridique total. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il a su faire consensus au sein du Conseil supérieur et qu'il faut peut-être aussi, je pense qu'il faut aussi réfléchir certaines choses par rapport à cela, dans le sens où s'il contient évidemment certaines grandes critiques, Jean-François en a parlé, des lacunes existantes, il y a eu une véritable réflexion sur la façon dont un guide pouvait être utilisé par tout le monde, par chaque entreprise, aussi petite soit-elle, avec des images. Parfois, voilà, je m'interroge sur la façon dont nos règles de droit de la santé au travail arrivent à vraiment pénétrer le monde du travail et arrivent à parvenir aux travailleurs de façon à ce qu'ils soient bien conscients de toutes les règles qui sont contenues là-dedans.
Alors, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Je vais directement passer, pour respecter mon temps de parole, aux commissions paritaires à présent. Le troisième niveau, donc, que je voulais aborder avec vous. Alors, à ma surprise, quand même, et malgré ce que j'avais reçu comme message, j'ai quand même trouvé quelques conventions collectives qui traitaient de questions de santé au travail. Je ne peux pas garantir du catalogue exhaustif, parce que parfois certaines mesures sont logées dans des CCT aux intitulés très éloignés de la question de la santé au travail, mais en tout cas j'en ai trouvé 4. Et le message principal que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé des CCT qui intégraient des guides ou des checklists. Ce que je trouvais intéressant, c'est que voilà, ces guides, on les critique souvent parce qu'en fait leur portée normative en termes juridiques est nulle. Mais par contre, penser à intégrer un guide dans une convention collective de travail, là, on retrouve quelque chose, un procédé qui me semble peut-être intéressant pour réfléchir à la suite peut-être de la façon dont on peut réussir à faire de la concertation sociale en entreprise dans les questions de santé au travail. Alors, à côté de ces 4 CCT que j'ai trouvés, j'ai par contre trouvé 63 guides, protocoles ou recommandations sectorielles. Juste pour remettre, pour donner les informations à tout le monde, donc au 1er janvier 2021, nous avons 100 commissions paritaires en Belgique et 64 sous-commissions paritaires. Et donc, de ces commissions paritaires ou sous-commissions paritaires, on a 63 guides, protocoles ou recommandations sectorielles. Ce qui est donc intéressant, vu qu'on voit qu'en fait le cœur de la normativité des commissions paritaires s'inscrit dans ces documents sans valeur juridique réglementaire, mais ça me semble donc essentiel de les analyser, ce que j'ai donc fait. Alors, très très rapidement, parce que de nouveau, c'est limité en termes de timing, soit ces guides ne sont pas très intéressants et se limitent à une souscription au guide générique fédéral. Bon, là, en effet, on n'apprend pas grand-chose. On voit quand même des rappels de la législation bien-être, ce qui, à mon sens, est extrêmement important, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de rappel de la législation dans les mesures sectorielles ou en tout cas à travers le monde du travail, je pense qu'il y a peu de chances que ces règles finissent par pénétrer, voilà, je l'ai dit, les lieux de travail. On voit une amélioration de la concertation sociale sur le plan formel dans quelques cas. J'ai notamment vu que, c'est peut-être pas étonnant, que c'est dans les secteurs du métal et de la technologie qu'on trouve une concertation de préférence une fois par semaine avec les organes de concertation existants, en plus donc de la concertation du CPPT une fois par mois, qu'on oblige aussi l'employeur à motiver lorsqu'il ne peut pas donner suite aux questions du CPPT. Et alors, on voit aussi des Corona Safe Team, par exemple, donc des CPPT restreints, en fait, qui sont mis en place par rapport au Corona, et on le voit pendant la pandémie. Donc là, c'est plutôt des signes qui sont intéressants. En termes substantiels, je ne vais pas détailler l'entièreté ici, je vais me limiter à quelques exemples. Le droit de retrait, parce qu'il est très cher aux gens qui sont ici, j'ai pu trouver quand même l'existence du droit de retrait dans 2 commissions paritaires, donc dans 2 guides sectoriels, la commission paritaire de la construction et celle du métal et de la technologie. On voit vraiment une trace de ce droit de retrait. On voit également quelques questions très importantes qui sont mises en œuvre, qui sont expliquées dans ces guides, les questions de nettoyage, même si je trouve que la question de l'organisation du travail n'est pas fort développée, mais il est quand même présent. Et on voit également des checklists qui sont mises en place. Et donc, on essaye de mettre en place parfois des mini-analyses du risque qui ne sont pas parfaites, mais on voit quand même des checklists où il est prévu aussi, parfois comme case, de procéder à une analyse de risque spécifique. Donc, il y a parfois des mesures qui permettent quand même d'éviter une forme de standardisation qui n'est pas souhaitable dans ce domaine. Alors, j'en arrive au... Voilà, je pense que ça, j'ai déjà expliqué tout ça, mais donc on voit quand même des choses intéressantes, en résumé, dans les guides sectoriels qui montrent quand même l'innovation qui a pu être produite dans ces commissions paritaires. Alors, le domaine de l'entreprise, et c'est par là que je terminerai mon intervention. Étant donné que nous n'avions pas d'accès aux conventions collectives de travail, j'étais un peu frustrée de cela, et donc, grâce à mes collègues sociologues, Nathasia Amarat et Jacques Wells, Nathasia est là aujourd'hui, j'ai pu établir avec eux un questionnaire qui avait pour but de vérifier l'application en entreprise de certaines règles en droit de la santé au travail, mais également de mesurer l'impact de la pandémie sur la santé. Donc, il y avait un double objectif, et aujourd'hui, je ne vous parle que de la question de la concertation.
Alors, voilà, ce questionnaire est rempli actuellement par 265 personnes, majoritairement des travailleurs qui exécutent un travail intellectuel ou mixte, affiliés aux 2 grands syndicats du pays. Et il est bilingue, il est adressé tant aux travailleurs d'ailleurs qu'aux employeurs, même si les employeurs n'ont pas beaucoup répondu au questionnaire pour l'instant. Et il comprend donc 89 réponses en néerlandais et 176 en français. Ce que je vous explique, évidemment, tout à fait provisoire. Les statisticiens donc, expliquent que ce sont donc des données non statistiquement significatives. Et donc vous comprendrez ce que je veux vous dire aujourd'hui. Quelques points d'attention par rapport à ce que à ce qu'on a pu constater ensemble. Je remercie Jacques Wells de m'avoir aidé à faire ces jolis tableaux. C'est que quand on regarde d'abord la question de la qualité de la concertation sociale en entreprise, donc une question plutôt générale, en tout cas, on voit qu'elle a été pour en tout cas une grande majorité des répondants en moyenne similaire à celle précédant la crise. Donc, il y a une autre question qui concerne également la durée, enfin, la période pendant laquelle le CPPT est réuni, et on voit qu'il continue à être réuni sur une base mensuelle. Donc, voilà, je dirais que c'est rassurant, même si, évidemment, il y a il faut quand même voir que dans 30% des cas, la concertation a été moins bonne qu'avant la crise, mais je vous avoue, je m'attendais encore à pire personnellement. En ce qui concerne la charge de travail, là, on voit vraiment qu'il y a une très grande augmentation de la charge de travail pour les travailleurs depuis le début de la crise. Pour plus d'une majorité des répondants, la charge de travail a augmenté. Et donc, on voit vraiment que c'est précisément pour 65% qu'elle a augmenté ou beaucoup augmenté. Donc ça, je pense que c'est un facteur auquel on doit encore penser. Alors, est-ce que l'analyse de risque a été réalisée depuis mars 2020 au sein de l'entreprise? Donc là, vous voyez le total et puis vous avez la différence entre du côté néerlandophone et francophone. Mais donc, elle a été effectuée seulement, peut-être qu'on sera déjà content de ça, mais dans 40% des situations par rapport aux réponses, qui montrent quand même que ce n'est pas du tout un automatisme. Et que là, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose qui est cet indicateur, mais 40%, ça montre les limites quand même encore du fait de s'assurer que cette analyse de risque est faite. Dès qu'un nouvel événement surgit, ce qui normalement devrait être le cas ici, il faudrait automatiquement procéder à cette analyse de risque. Est-ce que les organes de concertation, donc le CPPT et puis les acteurs de la concertation comme la délégation syndicale ou les travailleurs directement eux-mêmes ont été amenés à donner leur accord sur certaines mesures face au coronavirus? Là, on voit que c'est le cas dans 50% des situations par rapport aux réponses qu'on a reçues. Voilà, de nouveau, c'est intéressant, même si on applique le code du bien-être au travail, ils devraient évidemment, dans plein de cas de figure, donner leur accord. Ici, on a dû rester quand même assez généraliste sur la question qui a été posée. Je voulais peut-être encore attirer votre attention sur le fait que, sur l'impact du guide sectoriel, pour un tiers à une moitié des répondants, l'adoption du guide générique a permis de protéger davantage les travailleurs dans l'entreprise. Mais il y a cependant une minorité, 15 à 20%, qui estiment que ces outils ne les ont pas protégés. Alors, on a trouvé quelques CCT d'entreprises qui traitent de questions relatives à la santé au travail. On a, à vrai dire, une trentaine de réponses positives sur les 262 formulaires reçus. Mais là, il faut falloir que je vérifie s'il s'agit bien techniquement ou non de conventions collectives de travail. Un dernier point, les travailleurs ont globalement été très très bien informés des mesures. En tout cas, de ce qu'il dit, il faudrait vérifier que c'est bien l'entièreté des mesures. Par contre, ils ont été très peu formés sur ces mesures. On a un quart des répondants qui disent avoir reçu une formation par rapport aux mesures de prévention. Et alors, on a également 32 personnes qui font part de l'existence du droit de retrait en entreprise. Ce qui donc est intéressant. On devra encore vérifier quel secteur précisément. Voilà, il y a encore des questions sur la surveillance de la santé, sur la médecine du travail, mais donc on en parlera peut-être pendant la pause. Je vais arriver à ma conclusion pour passer la parole ensuite à Élise Dermine. Ce qui est marquant pendant cette période, en tout cas après avoir lu tous ces documents-là, c'est qu'on a vraiment un rappel de la norme de la concertation sociale au gouvernement. Donc pour le niveau le plus élevé, le Conseil national du travail et le Conseil supérieur, on voit vraiment à quel point ils ont dû rappeler qu'il fallait qu'ils soient absolument entendus. Et donc on a dans plein d'avis vraiment cette insistance. Je n'ai pas pu parler beaucoup des tests rapides, mais les tests rapides qui ont été mis en place ont été faits
contrairement vraiment pas du tout en respectant la concertation sociale. Et on voit là-dessus que le Conseil supérieur dit écoutez, écoutez-moi, écoutez-moi, et qu'il le fait en utilisant des appels, des positions, des déclarations. Donc c'est vraiment très fort. Par contre, la santé au travail, qui était très délaissée, très méconnue avant la crise, on voit d'ailleurs l'application variable des règles pendant la crise, il me semble quand même qu'une bonne nouvelle, c'est que je trouve qu'il est quand même réinvesti par les organes de concertation au niveau sectoriel, entre autres. Il me semble capital de rappeler les normes légales donc dans le monde du travail, mais également pour nous juristes d'appréhender ces normes beaucoup moins formelles qui vont permettre de comprendre véritablement si ces règles qui sont prévues dans le Code du bien-être au travail sont appliquées ou non. Malgré cela, je trouve quand même que devoir passer par des questionnaires, ce qui n'est pas notre fort à la base, elle a été le seul repère que j'ai pu avoir pour analyser ce niveau de l'entreprise. Et donc là, il y a une véritable réflexion à avoir sur la façon de publier les décisions qui sont produites en entreprise. Évidemment, je pense aussi au plan de prévention. Et donc, toutes ces données-là nous manquent actuellement pour pouvoir évaluer précisément si les compétences du CPPT sont bien respectées. Évidemment, et ça rejoint la discussion qu'on a eue ce matin, il faudrait sûrement avoir davantage d'informations qui proviennent des inspections si elles ont évidemment la possibilité d'effectuer leur travail. Je m'arrête là sur une citation de Laurent pendant que je passe la parole à Élise. Alors,